Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Sora avec Quentin ici. Nous sommes le cabinet MSGL. Je crois que j'ai déjà vu. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable en fiscalité qui accompagne les Françaises et les Français aux États-Unis et au Canada. Donc tout ce qui va être évidemment déclaratif fiscal, conseil fiscal, parce que quand on vient de France, on va pouvoir avoir un patrimoine diversifié et on va avoir des obligations qui vont découler côté américain, tant en termes de compliance que d'imposition. Parfois, on oublie certaines choses, les conséquences aux États-Unis peuvent être assez problématiques. On entend là dans le micro, hein. Il faut parler. Alors, ça, tout ça, ça, c'est mieux, c'est mieux. Super. Donc, nous allons commencer. On va vous présenter. Alors, on va essayer de pas trop faire peur, parce que le sujet peut être complexe. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes bien accompagné ou pas d'ailleurs, si vous voulez faire les choses vous-même, vous avez de bonnes connaissances, il n'y a pas de risque. Et surtout, il ne faut pas croire d'ailleurs, parenthèse, dans tout ce qu'on va dire, certains vont penser qu'ils sont, s'apercevoir qu'ils sont découverts de certaines obligations. Et parfois, on a des gens qui nous écrivent, et moi j'en ai eu plusieurs encore il y a quelques semaines, sur l'école, j'ai appris que je n'ai pas bien fait mes déclarations, je vais aller en prison. Non, pas en prison parce qu'on a oublié de déclarer des loyers perçus en France. On peut avoir des intérêts et des pénalités de retard, mais on ne va pas en prison pour ça. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. On va vous parler de la notion des basiques, la notion de résidence fiscale, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet petit à petit. Et je vais laisser la parole à Quentin pour parler de la résidence fiscale. Alors, la résidence fiscale aux États-Unis, c'est un petit peu particulier pour le dernier point, mais ça commence très simplement. Si vous avez la nationalité américaine, peu importe que vous ayez mis un jour un pied aux États-Unis, vous êtes résident fiscal américain. Si vous avez la green card, peu importe que vous soyez aux États-Unis ou non, vous êtes résident fiscal américain. Et enfin, on a ce qui est le plus souvent utilisé, ce qu'on appelle le Substantial Presence Test, qui est, si vous avez passé plus de 183 jours sur 3 années aux États-Unis, vous êtes résident fiscal américain. Pourquoi sur 3 années? Parce que les États-Unis remontent, les jours ne se calculent pas de la même manière, mais les États-Unis remontent. En fait, tous les jours que vous avez passé dans l'année N, l'année vous déclarez un jour pour un jour. Vous avez passé 120 jours sur l'année 2024, là par exemple pour la dernière déclaration, vous avez passé 120 jours aux États-Unis. Mais si vous avez passé 100 jours aux États-Unis sur l'année 2023, on va considérer qu'un tiers des jours que vous avez passé aux États-Unis compte dans votre résidence fiscale 2024. Et l'année N-2, c'est un sixième. Donc si vous avez passé, on va dire, 140 jours aux États-Unis en 2024 et vous dites, ah ben c'est bon, j'ai passé moins de 183 jours aux États-Unis, donc je ne suis pas résident fiscal. Potentiellement, vous y aviez passé 100 jours en 2024, en 2023, 200 jours en 2022, vous êtes rentré en France et pourtant vous êtes quand même résident fiscal américain. Vous pouvez vous retrouver avec cette double résidence fiscale pour le Substantial Presence Test moins, mais beaucoup plus quand vous avez la green card, quand vous avez la nationalité, parce que vous l'avez demandé. C'est des choses qui sont oubliées. Là, vous risquez d'être résident fiscal français avec toutes les obligations qui en découlent, mais aussi résident fiscal américain avec toutes les obligations fiscales qui en découlent, et notamment le déclaratif, parce que les gens oublient beaucoup, plus forcément d'imposition aux États-Unis, mais vous n'avez pas déclaré vos fonds étrangers aux États-Unis, vous n'avez pas déclaré vos sociétés étrangères aux États-Unis, et là, vous vous retrouvez avec des pénalités qui s'enchaînent et qui s'accumulent. Donc, le but, c'est de prévoir, anticiper et surtout poser la question. Pour ce qui est du Substantial Presence Test, donc pour les 183 jours, si on les dépasse, il y a quand même une possibilité de dire à l'IRS, donc le fédéral, en fait, oui, j'ai dépassé les 183 jours, mais de fait, je suis résident fiscal de notre pays, par exemple France,
Nous, le classique, ce sont les Québécois, les snowbirds qui descendent en Floride dans cet univers tous les ans. Eux montrent que leur, famille, leur patrimoine est au Canada, donc ils ne sont pas résidents fiscaux américains. Et il y a un formulaire à remplir pour ça. L'IRS l'accepte sans aucun problème. Si on ne remplit pas le formulaire, de fait, ils vont considérer qu'on a un résident fiscal américain. Donc, important de remplir ce formulaire-là, mais je ne sais pas si ça concerne qui que ce soit dans la salle, donc on va passer. Donc, quand on est résident fiscal américain, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit tout déclarer. Tout ce qu'on possède dans le monde, donc on déclare patrimonial, on va déclarer les comptes étrangers que vous avez contraints, on va déclarer si on possède des parts de sociétés étrangères. On va, si jamais on a des assurances vie, des PEA, le livret A qu'on a oublié parce que les grands-parents l'ont ouvert pour emmener, on doit le déclarer. Sinon, on a des pénalités, comme on va pouvoir le voir, qui vont être assez conséquentes. On doit aussi déclarer, ça c'est ce que j'appelle la partie compliance. Donc, ce sont des formulaires à remplir. Il faut remplir tout un tas de formulaires. Après, on a la partie la déclaration de revenus. Donc, on doit déclarer tout ce qu'on gagne aux États-Unis, évidemment, mais partout dans le monde. Donc, par exemple, ce livret A qu'on a oublié et qui rapporte 3 € d'intérêt par an, en France, ils ne sont pas fiscalisés. Aux États-Unis, on va les déclarer pour être fiscalisés. Et on va se retrouver face à une dualité de fiscalité, puisqu'on peut avoir des revenus qui vont être imposés dans un pays, mais aussi imposés aux États-Unis. Fort heureusement, les États-Unis, là on parle de la France, puisque vous êtes la majorité français, ont signé une convention fiscale avec la France pour éviter d'être doublement imposé. C'est-à-dire que si on a payé les impôts dans un pays ou en France, et on ne repaye pas aux États-Unis, mais ne pas repayer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas payer un complément d'imposition. Par exemple, si en France, on paye un impôt sur les revenus fonciers. Vous avez un appartement, c'est le cas classique. On avait une résidence principale en France, on ne veut pas la vendre, on la met en location, on vient ici. En France, on va déclarer ses revenus fonciers en tant que résident, on va y payer des impôts. Aux États-Unis, on déclare ces mêmes revenus fonciers. Je vais vous expliquer les modalités déclaratives juste après. Les impôts vont être calculés. Et on va dire à l'IRS, donc au fédéral, bah, attendez, j'ai déjà payé des impôts en France, donc vous ne m'imposez pas à nouveau. Okay. Ça marche au niveau fédéral. Et au niveau state, au New York, par exemple, New York ne donne pas de crédit d'impôt pour les impôts payés hors des États-Unis. Donc on a potentiellement une double imposition. Il y a des crédits d'impôt pour les impôts payés dans un autre État. Si vous payez des impôts dans le New Jersey, par exemple, là, vous aurez un crédit d'impôt, mais les impôts payés en France, New York ne vous donnera rien. Voilà. Au niveau fédéral, oui, mais pas au niveau de New York. Donc, si on continue. Justement, pour parler de l'immobilier, parce que ça, on a repris les principaux types de revenus qu'on a en tant que Français qui sont installés aux États-Unis. Les principaux types de revenus étrangers. On va avoir des revenus fonciers classiques. Vous détenez cette résidence principale que vous avez convertie en bien locatif. Il faut savoir que ça, c'est pareil dans tous les pays de l'OCDE, donc quasiment tous les pays du monde. L'immobilier est toujours imposé en priorité dans le pays dans lequel il est situé. Donc, si vous avez un bien immobilier en France qui apporte des revenus passés, il ne faut pas vous dire j'habite aux États-Unis et on ne déclare pas. Le bien est en France, donc je ne déclare pas aux US, je viens d'en parler. Vous allez être imposé en France en priorité sur vos revenus fonciers, en tant que non-résident ou non-résident, à des taux qui vont être de 20% si vous gagnez en net, le résultat net taxable, moins de 27 000 €, c'est un peu plus que ça, mais regardez 27 000 € en tête. 20% en France, plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça fait 37,2. Et si vous êtes au-dessus des 27 000 €, c'est 30%, plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça fait 47,2. Depuis 2018, on déclare en France, côté américain, on déclare aussi. On a les loyers, moins les charges, moins les intérêts d'emprunt. Et à la différence de la France, ici,
on peut automatiquement appliquer l'équivalent du régime LMOP. C'est-à-dire qu'on va amortir le bien. Si le bien est aux États-Unis, il est loué, il est amorti sur 27 ans et demi. S'il est à l'étranger, il est amorti sur 30 ans. Okay, donc, l'amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous avez un bien que vous avez acheté à l'équivalent de 300 000 $. On divise son prix par 30. On fait 10 000 de charges qui vont venir déduire de vos revenus fonciers. Okay. Alors qu'en France, pour faire ça, il faut participer au régime LMNP, qui est un régime un peu spécifique. Et ce qui fait qu'en général, vous allez vous retrouver avec un côté américain, souvent, peu ou très, ou pas du tout, de résultats taxables dus à l'amortissement. Okay. Si vous avez un résultat taxable, ça ne veut pas dire que vous avez fait n'importe quoi, ça veut dire que vous avez plutôt fait une bonne affaire. Ça veut dire que votre bien est plutôt bien loué et que vous l'avez payé très cher. Donc si vous avez un résultat taxable, vous avez payé vos impôts en France. Là, on dit au fédéral, j'ai payé en France, donc donnez-moi un crédit d'impôt équivalent au 37,2 ou 47,2 français que j'ai payé. Et comme au niveau fédéral américain, le taux maximum d'imposition est aujourd'hui à 37%, normalement, vous êtes couvert au niveau fédéral. Au niveau de New York, vous avez payé en plus. Ça, c'est pour l'immobilier détenu en direct. On va aussi avoir possiblement, parce que c'est très à la mode depuis quelques années, les parts de SCPI. Les SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. Là, ce sont des sociétés où vous achetez des parts, une société, et qui va investir dans souvent des locaux commerciaux partout en Europe. Et vous avez une part. La société est transparente fiscalement, donc cette part est rémunérée par des loyers. Et ces loyers vont être imposables en Europe, dépendant du pays qui va générer le revenu, et aussi aux États-Unis. Là, on prend le résultat de la SCPI, on l'impose côté américain, et pareil, on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français ou souvent c'est en Allemagne ou allemands qui ont été payés. Ça marche au niveau fédéral, au niveau de New York, ça marche pas. Donc là, New York, on aura clairement une double imposition puisque la SCPI, en général, va apporter un vrai résultat. Et après, on va devoir évidemment déclarer le fait qu'on détient cette part de SCPI ou ces parts de SCPI. Si on ne le fait pas, ça c'est la compliance, gardez bien acheter en tête, on a des actifs financiers à l'étranger. La SCPI, c'est un actif financier parce que c'est une part de société. Et qu'on ne le déclare pas, c'est 10 000 $ de pénalité. Donc tu peux le faire. Et voilà. Là, je vous parle déclarer le fait qu'on détient la SCPI. Oubliez de déclarer les revenus, je ne le conseille pas, parce que ce sont des intérêts, des pénalités qui vont être calculées sur le montant d'impôt à payer. Donc ça peut ne pas être grand-chose. Après, on peut aussi avoir, et ça se fait souvent en France, des parts de SCI. Et ce sont des sociétés civiles immobilières. Donc, vous avez, parce que beaucoup dans les familles, pour la transmission patrimoniale, les parents ont une maison, ils veulent donner à leurs enfants, ils veulent garder le contrôle de la maison, c'est-à-dire s'ils veulent la vendre, ils veulent pouvoir le faire sans l'autorisation des enfants. On va créer une SCI dans laquelle la maison va être apportée. Les parents vont garder l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'usage. Ils vont pouvoir bénéficier des fruits d'une vente, des fruits éventuellement encaissés. Ils vont donner aux enfants la nue propriété des parts. Le fait d'avoir la nue propriété des parts, même si on a le droit à aucun revenu de la société, on n'a droit strictement à rien. C'est juste une petite transmission patrimoniale parce que la nue propriété vaut moins cher que la pleine propriété. Et donc, on donne aux enfants, ça permet d'avoir un compte de 100 000 € tous les 15 ans. Juste le fait d'avoir la nue propriété des parts fait que on va devoir, dans la majorité des cas, déclarer, non pas évidemment la détention, mais en plus retranscrire l'état financier de la société sur votre propre déclaration. Parce qu'il faut savoir, aux États-Unis, quand vous détenez 10% ou plus capital d'une société étrangère, eh bien,
vous devez retranscrire les états financiers de la société sur votre déclaration. Et ces 10% sont calculés en prenant en compte, pour tout ce qui est SCI, qui sont considérés comme des partnerships, les parts de vos parents, de vos enfants, de vos frères et sœurs. Donc, si vous avez, il y a 100 parts dans une SCI, vous avez une part en propriété, vos parents, vos frères et sœurs ont le reste, d'un point de vue déclaratif uniquement, et le reste va considérer que vous avez 100%. Donc, vous devez retranscrire les états financiers de la société. Ça veut dire qu'il y aura des impayés, parce que vous n'avez rien et vous avez de la vie propriétaire tous. Mais on doit déclarer. Si ça n'est pas fait, c'est 10 000 $ de pénalité. Si on est sur des parts de groupes familiaux, ou de sociétés soumises à l'impôt société, plutôt non, de sociétés type commerciales, SARL, SAS, SA, et bien là, le constructive ownership dont je parlais, le fait qu'on prend en compte les parts des parents et des enfants, est calculé uniquement sur la base parents-enfants et on ne prend pas en compte les frères et sœurs. Et pour le calcul des 10%. Et c'est tout ce qui va être détenu de manière directe et indirecte. Donc si vous avez un groupe familial dans lequel vous avez une holding, vous avez des parts, cette holding a 50 sociétés et le groupe est détenu par vos parents et vous, il faut retranscrire les états financiers des 50 sociétés plus la holding. Sinon, c'est 10 000 $ de pénalité par enfant, donc très très important de le faire. Surtout que ça ne sert strictement à rien d'essayer de cacher quoi que ce soit. Parce que si vous pouvez vous amuser à taper le nom des personnes que vous connaissez, votre propre nom, sur Papers, P-A-E-P-E-R-S, vous tapez votre nom et vous verrez tout ce que vous détenez en France. C'est public, tout le monde y a accès, et la IRS investit là. Beaucoup, même si Trump a à nouveau coupé les budgets, il a viré plein de monde. Et ça, il ne le coupe pas dans justement des logiciels qui vont aller chercher en fonction des PNL et contribuables tous les registres publics. Donc, on va vous trouver, ça va rien cacher. Voilà. Si, pour ceux qui n'ont pas déclaré, il y a des procédures de régularisation qui existent qui permettent de minimiser, voire d'annuler dans certains cas, la totalité des pénalités. Donc, il ne faut pas pleurer. Tout peut s'arranger. Si on continue sur les actifs financiers, autres. Les placements financiers français, nous, ce qu'on remarque souvent avec nos clients, c'est les gens nous disent « Ah, mais j'ai ça, c'est super simple, vous allez voir, j'ai juste un petit PEA qui traîne, mais je vais avoir 1000 balles dessus, j'ai un uréa, mais bon, qui ne me donne rien, et de toute façon, c'est pas fiscalisé, j'ai un LDD, ce genre de choses. » Alors, c'est simple en France, la qualification US n'est pas forcément simple. Pour les comptes titres, c'est globalement ce qui peut potentiellement être le pire à cause d'une qualification US, qui est ce qu'on appelle les PIC. PIC, c'est PFIC, c'est pour Passive Foreign Investment Companies. Ce sont tous les fonds mutuels. Globalement, les deux critères, c'est qu'il faut que ce soit une compagnie étrangère et que cette compagnie fasse la majorité de son chiffre par des revenus passifs. Donc, tout ce qu'on a dans les PEA, quasiment, les assurances vie françaises qui sont des éléments de placement, et certains PEE sont souvent configurés de ces PIFI pour la caisse d'épargne. Je crois que ça va être tout ce qui est Sequoia, érable, des noms d'arbres. Pour les PEE, ça va être les Amundi, World Fund, Volatility, Edge, One, Two, etc. Ça ne pose pas de problème tant que vous ne touchez pas aux États-Unis. Si vous décidez de faire un mouvement, donc, que ce soit le passer du fonds A au fonds B, que ce soit retirer les fonds, racheter, peu importe, l'ARS considérera que c'est une distribution. Quand bien même, vous avez juste changé de placement. Une distribution, ça veut dire que vous allez... Et que le cash n'a pas été sorti. Oui. Même si le cash n'est pas sorti. Une distribution, ça fait que l'ARS considère que vous avez touché toutes les plus-values latentes du fonds depuis sa création ou depuis que vous êtes devenu résident fiscal aux États-Unis. Et à ce moment-là, l'ARS va vous dire « Ah, vous auriez pu payer cette plus-value latente que vous n'aviez jamais réalisée sur toutes ces années. Donc, on va vous appliquer des pénalités de retard sur les plus-values latentes que vous aviez fait toutes ces années. »
Et on va considérer que vous auriez dû payer de l'impôt, vous avez des pénalités de retard, et vous devez tout payer maintenant. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème quand ça fait 1 ou 2 ans que vous êtes président fiscal, ou 1 ou 2 ans que vous avez les fonds. En revanche, quand ça fait 20 ans, 30 ans, même 10 ans, vous pouvez vous retrouver avec des intérêts qui sont largement supérieurs à la plus-value que vous avez réalisée. Et donc, vous vous retrouvez à payer plus à l'IRS que ce que vous avez récupéré. Donc, en plus, si vous n'avez rien récupéré. Donc, définitivement, il faut y faire très attention. Ensuite, on a les plans épargne, Excusez-moi, je reste sur les comptes titres, parce que ça veut dire pour liquider tous nos comptes titres en France. C'est qu'il y a des options à prendre. Et ces options-là doivent être prises l'année d'arrivée aux États-Unis. C'est-à-dire que Quentin, effectivement, a dit que c'est bénéfique. L'imposition de base est un éclatement de la plus-value réalisée sur le nombre d'années de résidence fiscale américaine, avec des intérêts de retard qui peuvent s'appliquer. Et surtout un taux d'imposition. Et donc, on va prendre un exemple. Vous êtes là depuis 10 ans. Vous avez un pic depuis votre arrivée. Okay, vous avez fait plus-value de 100 sur 10 ans. On éclate la plus-value sur le nombre d'années. 100 divisé par 10, ça fait 10. Chaque année, on va vous imposer, non pas au taux des long-term capital gain, mais à votre taux ordinaire. Et enfin, pas à votre taux ordinaire, au taux maximum ordinaire, soit 37% en ce moment. Sur Obama, il est à 39,6. Donc on vous impose chaque année à 37%, plus des intérêts de retard qui sont calculés chaque année. En ce moment, les taux d'intérêt de retard de l'IRS sont à 8%. Quand vous avez un taux d'une année, vous le gardez jusqu'à la sortie du prix. Donc ça peut être une année comme ça, tout est très cher. Pour éviter ça, il y a une élection qui est possible, qui s'appelle le mark-to-market, par laquelle on dit à l'IRS, en fait, je fais le pouvoir volontaire de me faire imposer tous les ans sur la plus-value latente réalisée sur les titres. Donc ça veut dire que là, vous n'avez vraiment strictement rien fait. Vous avez un titre qui valait 100. À la fin de l'année, il vaut 120. Vous l'avez encore, vous ne l'avez pas vendu, ça n'a rien passé. Vous faites imposer volontairement sur 20. Ça peut être risqué, parce que si le titre perd sa valeur à ce moment-là, tant pis pour vous. Et évidemment, la moins-value latente, ça, on la prend en compte. Mais ça peut éviter, si vous êtes là pour du long terme, d'avoir cette fiscalité qui est excessivement punitive. Elle reste punitive, mais un peu moins. Donc, ce sont des choix qui sont à faire. Et souvent, la problématique, c'est que quand on est aux États-Unis, on ne sait pas combien de temps on va y rester. On arrive peut-être pour 2 ans, et puis finalement, 20 ans après, on est encore là. Et parce que la première option est bien, si vous êtes là sur le court terme, vous savez que vous ne touchez pas à l'argent, vous dites à votre banque, alors, on ne fait rien, on touche, ça ne bouge pas, on déclare juste qu'il n'y a pas d'impôt à payer, ça passe bien. Si vous restez sur le long terme, forcément, cet argent, vous allez le toucher. Vous allez le récupérer pour acheter un bien immobilier ou investir ici. Et là, ce sera problématique. Et ça me fait penser à un cas qu'on voit de plus en plus souvent par rapport à ce que dit Jean-Philippe sur le fait de ne pas y toucher. Ce que je vois, moi, là, depuis 2 ans, quand vous dites aux banques françaises que vous êtes devenu résident fiscal américain, comme les banques françaises ne veulent pas se soumettre à l'obligation de déclaration, etc., aux États-Unis, ils me disent « Ah, ben d'accord, pas de problème. » Et du coup, nous, on ferme tout. On ferme tous les comptes, on discute tous les fonds. Et là, s'ils l'apprennent la première année, ça ne fait pas beaucoup de problèmes parce que vous n'êtes pas soumis à la réglementation fiscale. Si ça arrive après 10 ans, après 15 ans, c'est plus problématique. Moi, j'ai eu le cas avec une cliente chez Odo qui s'est retrouvée avec tous ses comptes fermés et ça faisait 40 ans qu'elle était aux États-Unis. Donc, des intérêts de retard depuis 40 ans. Et il a fallu gérer tout ça. On peut le gérer, il y a des solutions, mais c'est très coûteux quand même. Et ça demande beaucoup de travail et d'implication, tout compris pour le contribuer, le détruire. Donc ensuite, on a les plans épargne. Pour le coup, les plans épargne, c'est beaucoup plus simple. On est sur des comptes qui juste produisent des intérêts tous les ans. À savoir que beaucoup de ces plans sont défiscalisés en France. Mais comme vous êtes résident fiscal aux États-Unis, vous devez déclarer l'intégralité de vos revenus. Donc vous déclarez ces revenus dans votre déclaration US et vous n'avez pas d'impôt pour en fait supprimer la fiscalité directe de ces comptes. Donc souvent, c'est que les gens sont étonnés d'être imposés sur un livret A ou un plan épargne logement ou un LDD
parce qu'ils allaient bénéficier d'une fiscalité avantageuse en France, et c'est simplement parce que vous n'avez pas de crédit d'impôt à appliquer, puisque vous n'avez pas payé d'impôt. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Les plans retraite, c'est souvent plus simple. La convention fiscale, toujours à ce jour, est très claire là-dessus. Lorsque vous décidez de vous récupérez les primes de vos plans retraite, ces primes ne sont imposables que dans le pays dans lequel elles ont été cotisées. C'est-à-dire que si vous aviez une retraite en France, vous avez une retraite aux États-Unis, votre retraite française sera imposable en France, votre retraite aux États-Unis sera imposée aux États-Unis. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y a des retraites qu'on dit complémentaires en France, aux États-Unis, c'est non qualified. Et en fait, ces retraites sont des retraites souvent privées, complémentaires, mais elles ne rentrent pas dans la convention fiscale. Ça veut dire qu'on peut aussi être surpris d'être fiscalisé sur cette retraite pour laquelle on a cotisé, pour laquelle on pensait ne pas payer d'impôts dans notre pays, se retrouve quand même avec une imposition. Donc il faut faire attention, c'est pareil, ça se gère, mais il faut l'anticiper et attendre. Et enfin, on a les assurances-vie. Les assurances-vie françaises, c'est le problème souvent. C'est exactement le même problème que les PEA. Elles sont souvent constituées d'énormément de fonds. Et dans ces fonds, vous avez souvent les fonds euros qui sont exclus de la réglementation spécifique, mais vous allez vous retrouver avec plein de fonds actions, obligations, qui sont tous des mutual funds. Vous allez les voir, c'est pareil, c'est les grosses fonds, hedge, ce genre de choses. Et là, vous vous retrouvez pareil avec la réglementation spécifique qui peut s'appliquer. Et ensuite, au-delà de la réglementation spécifique, vous pouvez vous retrouver avec une imposition aux États-Unis parce que vous avez bénéficié de reports d'imposition en France, parce que vous avez bénéficié d'une exonération d'imposition en France. Et là, vous allez, ce que vous n'allez pas payer d'un côté, vous allez vous retrouver à payer aux États-Unis. Donc oui, ensuite on avait la compliance. La compliance, on a parlé tout à l'heure, c'est reporter, c'est tout le déclaratif que vous allez avoir à faire sur vos actifs étrangers aux États-Unis. Le plus simple de tous, celui que on déclare tout le temps, auquel il faut toujours penser, ce sont les actifs financiers, les actifs qui sont donc les placements, les comptes bancaires, les comptes courants, les comptes d'assurance. Ça ne vous créera pas d'imposition aux États-Unis, donc ils ne produisent pas de revenus. Mais s'ils dépassent $10 000 pour le FinCEN, on n'est pas les impôts, mais le FinCEN, c'est l'autorité de répression des fraudes financières aux États-Unis, qu'on appelle les FBAR. Si la valeur maximale agrégée de tous vos comptes hors US dépasse $10 000 au cours de l'année, vous avez l'obligation de déclarer vos FBAR au FinCEN. Si vous ne le faites pas, c'est $10 000 de pénalité par an, par an. Si vos... Vous pouvez donner un exemple. Pour les FBAR, ça c'est très important. C'est le formulaire le plus commun. Si vous faites d'ailleurs vos taxes sur vos taxes, ils proposent de le faire. Et ne cochez pas la case non, j'ai pas de compte si vous en avez. Cochez la case que vous avez des comptes et puis ils vont le faire tout seul. Mais pour ramener des infos évidemment. Là, souvent, on a tendance à lire ce qui nous intéresse. On a parlé de $10 000 de solde maximum, c'est sur tous les comptes, il a raison. Et ça comprend tous les comptes, pas uniquement ceux qui dépassent $10 000. C'est le cumul de tous les comptes qui doit dépasser $10 000 à n'importe quel moment de l'année. Un exemple simple, vous avez deux comptes, uniquement deux comptes, sur lesquels quasiment toute l'année, vous avez l'équivalent de $1, okay, sur chacun. Sauf que sur un premier compte, en mars, vous recevez $9 000, l'équivalent de $9 000, et le lendemain, vous les direz à quelqu'un. Sur le deuxième, et ça retombe à $1. Sur le deuxième compte, en novembre, vous recevez l'équivalent de $2 000 et vous les direz le lendemain à quelqu'un. On a deux comptes différents, on a 2 mois de l'année différents, mais on a eu un pic à 9 000, un pic à 2 000. Quand on fait la somme des deux, ça fait 11 000. Donc on va déclarer les deux comptes. Okay. Si en plus de ça, vous avez un compte sur lequel il n'y a rien, zéro, un solde à zéro, vous devez quand même le déclarer, puisque au total, vous avez dépassé les $10 000. Et ça, c'est extrêmement important, il faut y faire attention. Parce que vos banques, si elles savent que vous êtes résident fiscaux américain,
envoient toutes les informations bancaires à l'IRS. Elles le font tous les ans pour le 28 février au plus tard. Donc, il faut le faire. Sinon, vous ne croyez pas qu'ils vous attraperont pas parce qu'ils vont le faire. On a déjà eu, moi j'ai déjà eu des personnes, heureusement pas beaucoup, parce que ce n'était pas des clients, des gens qui nous appellent après, qui appellent là vraiment en pleurs. Je me souviens d'un gars, ça date, c'était en 2017, mais ça a beaucoup marqué. Il s'est pris 1 million de pénalités parce qu'il n'avait pas déclaré ses clients. Parce qu'à l'époque, en plus, c'était 10 000 $ de pénalité par compte pour déclarer. Aujourd'hui, c'est 10 000 $ pour tout le formulaire. On convertit en roumain. Et lui, c'est plus de 2 millions de pénalités. Il a pas de procès à l'IRS a perdu et c'est passé à 10 000 par formulaire. Avant, c'était 10 000 par compte. Donc, ça reste quand même 10 000. Ça fait mal. Et sans limite de temps. Donc ça fait 15 ans que les comptes sont là et qu'ils n'ont pas été déclarés. C'est 15 fois 10 000. Ça fait 150 000. Voilà. Oui, et dans les exemples derniers, il faut aussi faire attention aux virements intercomptes. Ça paraît logique avec ce qu'on a dit juste avant, mais si vous avez 3 comptes, que vous aviez 4 000 sur le premier, et que vous l'avez versé sur le second, parce que c'était votre compte épargne, vous l'avez mis sur votre compte chèque, pour ensuite le mettre sur un compte d'investissement. C'est les mêmes 4 000 qui sont passés du compte A au B au C. Vous avez dépassé les 10 000 $ au total, parce que les valeurs maximales de chaque compte étaient de 4 000, donc tout réuni, ça fait 12 000. Donc les virements intercomptes comptent aussi. Et là où c'est très important de faire attention à ces comptes étrangers, c'est parce qu'il y a l'EFBA, donc 10 000 $ de pénalité par an, mais il y a aussi un autre reporting pour les comptes étrangers qui se fait, lui, au travers de notre déclaration fiscale, on appelle le 8938, où les taux ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas vous donner tous les taux, mais pour une personne célibataire, c'est ou 75 000 à n'importe quel moment de l'année. La valeur agrégée de tous vos comptes non-US dépasse 75 000 à n'importe quel moment de l'année, ou 50 000 $ au 31 décembre. Si la valeur de tous vos comptes au 31 décembre dépassait les 50 000 $ cumulatifs, vous devez déclarer vos comptes étrangers aussi au travers de vos déclarations fiscales. Et si vous ne le faites pas, c'est à nouveau 10 000 $ de pénalité. C'est important de le faire aussi parce que Il y a les comptes étrangers, il y a aussi les parts. Et pour le 8938, pour le FBAR, ce sont que les comptes, tout ce qui est hébergé par l'institution financière. Pour le 8938, on va aussi inclure les parts de sociétés étrangères que vous détenez dont la valeur, dont vous détenez moins de 10% du capital. Donc vous pouvez avoir si vous avez des stock options, vous travaillez pour une boîte en France, vous êtes venu ici, vous avez des stocks qui ont resté, vous avez ces actions, mais de la structure française, pas de la structure américaine, on le voit souvent. La valeur de ces actions-là doit être déclarée sur le 89 et rentre en compte dans les seuils dont on prend les comptes. Et donc, il faut le déclarer parce que ça peut vite monter les pénalités, surtout que c'est un élément très important, mais les éléments de compliance n'ont pas de prescription fiscale. C'est-à-dire que quand si vous oubliez de déclarer, on va dire 10 000 $ de revenus, c'est plus grave, vous pouvez éviter, mais le pire que vous aurez, c'est, si ce n'est pas volontaire évidemment, ça va être des intérêts de retard et des pénalités sur le paiement, donc environ 8,5% en ce moment. Si vous ne déclarez pas vos éléments de compliance, vous avez oublié, et en fait, la prescription est de 3 ans. Que si vous passez ces 3 ans, vous n'aurez pas les pénalités de retard, vous n'aurez pas les intérêts. Si c'est sur un élément de compliance que vous avez mal, que vous n'avez pas déclaré, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire que vous n'aviez pas déclaré vos FBAR 8938 pendant 3 ans. Vous êtes parti des États-Unis depuis 6 ans. Les États-Unis reviennent vous voir, vous vous retrouvez avec tout le monde au fait. Et ils viennent vous voir pour toutes les pénalités. Ils ont vu que vous n'aviez pas été compliance sur toutes ces années. Maintenant, les pénalités sont tombées. Et le seul moyen de contrer ces pénalités, d'aller à l'encontre de ces pénalités, c'est de rentrer en litigation et donc de prendre un avocat, de faire beaucoup d'actions en justice. Et c'est très coûteux. Au-delà des pénalités en justice. Donc, vous avez l'obligation de reporting sur vos comptes étrangers, mais aussi sur toutes les sociétés. Jean-Philippe, on a beaucoup parlé tout à l'heure, donc je vais rester plus succinct.
Donc, société civile, société de personnes de manière générale et société commerciale, à partir du moment où vous avez plus de 10% de détention dans l'un ou dans l'autre, vous devez déclarer un minimum vos parts dans la société et très souvent, vous devez faire un reporting en fait, transcrire les liasses fiscales françaises vers les États-Unis. Si vous ne le faites pas, pareil, pour toutes les sociétés, vous allez avoir, toutes les sociétés que vous avez oubliées, vous allez avoir 10 000 $ de pénalité. Ça compte pour ce que vous détenez en direct, mais aussi ce que vous détenez en indirect. Ça veut dire que si vous aviez 30% d'une société A, qui, elle, détenait, on va dire, qui, elle, détenait 100% d'une société B, C, D, eh bien, potentiellement, parce que vos parents avaient aussi 30%, parce que vos frères et sœurs avaient aussi 30%, avec ce dont Jean-Philippe a parlé tout à l'heure, le principe du constructive ownership, vous êtes considéré comme ayant 100% de la première société et donc 5% des sociétés qui en découlent. Et là, c'est 10 000 $ par société. Quand bien même les sociétés sont dormantes, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, peu importe qu'il y ait des revenus générés par la société ou non. Vous avez des parts dans une SCI qui n'a jamais été touchée. Il n'y a plus rien dans la SCI depuis 15 ans, mais elle existe, la structure existe, elle n'a jamais été rasée. Eh bien, vous allez avoir des pénalités dessus. Qu'il y ait des revenus associés ou pas. Et enfin, on va avoir des successions et donations, et ça, c'est des trucs. Oui, on parle de sujets qui peuvent parfois être un peu complexes. Donc, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Surtout, ce sont des. Souvent, c'est assez personnel. On va rester disponible après pour échanger s'il y a besoin. Une question qui revient souvent, ça va être tout ce qui est succession et donation. Donc, le grand classique, vous êtes ici, vous recevez une donation de l'étranger ou de vos parents, par exemple. Ou un héritage de l'étranger, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut savoir que aux États-Unis, si la personne donne l'actif ou vous héritez l'actif n'est pas résident fiscal américain et si l'actif est à l'étranger, côté américain, vous n'aurez aucun impôt. Okay, parce que les droits sont payables dans le pays dans lequel est située la personne et dans le pays dans lequel est situé l'actif aussi. Hein, c'est le cumul des deux. Par contre, vous aurez là aussi une obligation déclarative si la valeur de ce qui vous a été transmis est supérieure ou égale à 100 000 $. Okay. Là, il y a un formulaire à remplir. Comme vous le voyez, on a parlé de formulaire, mais c'est important. Il s'appelle le 3520, celui-là. Et sur lequel vous allez détailler tout ce que vous avez reçu. Bon, si c'est un virement, c'est facile. Mais par contre, pour recevoir si c'est un héritage, on va avoir du cash, on va avoir des parts d'une maison ou d'un appartement, on va avoir les parts d'une société. On doit tout détailler. Et si on ne remplit pas ce formulaire, la pénalité, vous le savez, c'est toujours pareil, c'est 10 000 $. Et ça peut noter même plus haut, sur le 35-20, ça peut être 5% de la valeur de ce qui a été transmis. Donc, c'est évidemment, c'est le plus élevé entre les deux. C'est pas. Voilà. Donc ça, c'est important. Autre chose à laquelle on pense moins, quand on habite ici, on va acheter on est là, contemporain. Et je suis ça. Pas forcément green card ou américain, on va acheter un bien immobilier parce que c'est sympa. On part. On quitte les États-Unis. On garde ce bien, on le met en location. Ok, je ne vais pas revenir sur la fiscalité individuelle, on va devoir déclarer les revenus tirés des biens aux États-Unis, puis dans les pays dans lesquels on va habiter. Là, sur la partie successorale, vous avez des enfants, des personnes à qui vous les transmettre. Vous avez quitté les États-Unis, vous êtes devenu non-résident, vous n'êtes pas green card et vous n'êtes pas américain. Si vous décédez, quand vous allez décéder plutôt, là, côté américain, il va y avoir des droits à payer sur tout ce qui est de valeur supérieure à 60 000 $. Si vous avez acheté un appartement à New York, ça va aller très vite. Et les personnes qui vont hériter de ça vont devoir payer ces droits-là pour que la succession soit débouclée et qu'ils aient le droit d'utiliser le bien. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça, les droits sont de 40%. Donc, ça peut faire assez mal. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de bien immobilier, bien au contraire, mais il faut le prévoir.
des façons de faire qui vont permettre de transmettre, même en étant non-résident, sans payer de droits ou avec des droits tout à fait minimes. Donc ça se prévoit. Donc ça, c'est pour les non-résidents. Il en va de même pour tout ce qui va être actif. En fait, vous laisseriez aux États-Unis en tant que non-résident. En tant que non-résident, votre exemption, okay, sur la succession est uniquement de 60 000 $. Ça ne fait pas beaucoup. Si vous laissez un fonds de brokerage, si vous avez des biens immobiliers qui quittent les US, votre succession va payer des impôts, enfin des droits, sur tout ce qui va être à 40%, tout ce qui va être supérieur à 60 000 $. Maintenant, ça empêche qu'il y aura aussi des droits et des déclarations à faire dans le pays dans lequel vous habitez. Si vous décédez en France, avec vos actifs aux États-Unis, les États-Unis vont imposer en premier sur les actifs, et puis après en France, ça rentre dans la succession, les droits sont calculés, mais là aussi, il y a une fondation qui va permettre de demander en France un crédit équivalent aux droits américains qui ont été payés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous êtes américain? Vous êtes américain, bon ben là c'est génial. Parce que l'exemption côté américain, elle est plus de 60 000 $, mais elle est de 15 millions. Et c'est 15 millions par personne. Donc si vous êtes deux, ça fait 30 millions, ça commence à faire. Si vous les dépassez, c'est génial. Là, il y a des choses à faire, mais là, on parle à un public qui est plus limité. Donc, 15 millions sur tout ce qui va être transmis aux États-Unis, ça ne pose aucun problème. Ça, si vous décédez aux États-Unis, que vous avez l'ensemble de vos actifs aux États-Unis, vous transmettez quasiment sans payer le droit. Enfin, sans payer le droit, si vous êtes en dessous des 15 millions. Maintenant, vous êtes américain, vous habitez américain évidemment. Vous habitez en France. Vous avez vos actifs aux États-Unis. Votre succession côté américain ne sera pas soumise à droit jusqu'à hauteur de 15 millions. Mais attention, comme vous êtes décédé en France, vous aurez une succession à gérer en France qui va intégrer ces actifs américains. On aura potentiellement des droits à payer côté français. Okay, donc ça, ce sont des problématiques successorales à essayer d'anticiper. Et en fait, quand on anticipe, il est possible de tout anticiper. Et vraiment, ça fonctionne plutôt bien. Et maintenant, on peut avoir aussi le cas, qui est un peu plus rare, mais de personnes qui sont green card. Quand on a dit, quand on est américain ou green card, d'un point de vue impôt sur le revenu, une ou un green card est traité de la même manière qu'un américain. Par contre, d'un point de vue successoral, non. Une personne green card qui habite aux États-Unis va effectivement bénéficier de 15 millions d'exemption. Mais une personne green card qui habite en France et qui n'avait pas la volonté de retourner aux États-Unis aura un abattement uniquement de 60 000 $. Il ne faut pas croire que parce que vous avez une green card et que vous habitez en France, vous allez bénéficier de vos 15 millions, ça n'est pas vrai. Il y a la notion de domicile, là, qui est utilisée quasiment exclusivement pour les successions, pour les personnes green card. Comme d'ailleurs, on peut avoir des personnes qui ne sont pas green card, qui sont soumises à, bon là c'est encore plus rare, qui habitent aux États-Unis et qui bénéficient quand même de l'exemption. Bon, là, c'est encore dans autre chose. Et voilà ce qu'il en est. Donc, attention surtout pour les personnes qui sont sous visa. Si vous devez acheter un bien, souvent on va le faire, on est plutôt jeune, on ne pense pas forcément à la mort, mais on se dit on va passer la retraite en France. Si on passe la retraite en France, probablement qu'on va décéder en France. Il y a des choses à faire pour structurer et transmettre son patrimoine à des héritiers sans être bloqué ou sans avoir une succession mise à mal par cet abattement qui ne sera qu'uniquement de 60 000 $ pour les non-américains. Maintenant, si on veut faire une donation, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez, de votre vivant, donner de l'argent, par exemple, à quelqu'un. Normalement, on va payer de la gift tax. C'est le donateur qui paye sur tout ce qui va être pour une valeur supérieure à 19 000 $. 19 000 et quelques, ça change tous les ans. Mais si vous êtes américain ou green card, on peut dire à l'IRS, en fait, si vous donnez 100 000, okay, normalement vous devriez payer des droits sur tout ce qui va dépasser 19 000. On peut dire à l'IRS, les 80 000 restants, je vais les imputer sur les 15 millions auxquels j'ai droit dans le futur. Donc à la fin, à mon décès, au lieu de pouvoir transmettre 15 millions sans droit à payer, je pourrais transmettre 14 919 000 $. Ce qui fait qu'on peut éviter là aussi de payer les droits sur les donations plutôt
des enfants, des cousins, voilà. Après, on peut rentrer dans d'autres cas auxquels je pense, mais je pense que ça concerne beaucoup de monde, des personnes qui, justement, pour leur retraite française, ils sont américains, ils habitent à New York, ils ont des enfants américains, ils sont français aussi, mais pour leur retraite, ils veulent habiter en Provence, comme beaucoup de monde, parce qu'il fait beau. Et donc, ils veulent acheter une maison. Ils pensent à la succession. Et ils voulaient créer une SCI en France, acheter la maison eux-mêmes, donner la maison à la SCI, et après donner les parts à leurs enfants. Et donc là, on rentrait dans un schéma où potentiellement on aurait des droits à payer côté français dans le futur, on a toute la compliance qu'on a vue, ça devient quelque chose d'un peu nébuleux. C'est complexe à gérer dans le futur. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est ce que je leur ai dit. Puisque vous les donnez à vos enfants, donnez-leur du cash, créez la SCI ensemble, et ensemble vous allez acheter la maison. Et vous donnez du cash, et aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis, ils ont le cash pour acheter, puisque vous achetez la maison de cash. Vous leur donnez le cash aux États-Unis et ensemble, vous allez acheter la maison. Là, vous bénéficiez d'abattement jusqu'à hauteur de 15 millions. Vous pouvez créer la société si vous voulez. Et au moins, en France, on aura les droits à payer uniquement sur la part que vous allez qui restera à votre décès. Et on ouvre pas mal de sujets de donation côté français. Et aussi de droits de succession côté français. Voilà. Ça me fait penser à un point très pratique et que je vois extrêmement souvent ces derniers temps, surtout quand on parle de la valeur de la donation ou de la succession. C'est que quand c'est une succession, la valeur qui est prise, c'est celle au moment où vous succédez. Par contre, quand c'est une donation, on doit remonter à la valeur à laquelle l'avait acquis la personne avant vous. Et ça a été très souvent un problème sur les plus-values. C'est-à-dire que si vous aviez eu une donation au départ d'une maison, peu importe, et qu'à l'époque, votre père, votre mère, votre grand-père l'avait acheté, on va dire 10 000 €, et que maintenant, ça vaut 200 000, vous allez avoir, vous, une plus-value qui va se réévaluer entre les 10 000 auxquels l'avait acquis la personne avant et les 200 000 auxquels vous allez vous vendre. Donc parfois, il vaut mieux réfléchir à ça et anticiper un peu, et éventuellement, surtout quand on prévoit de partir des États-Unis avant de réaliser la vente. Est-ce que vous pouvez juste préciser comment on peut vous contacter, peut-être? Ben voilà. Le code, je crois qu'il amène sur mon calendrier. Tiens. Bon, mais ça envoie chez Quentin. Oula, de toute façon.